Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire, le deuxième webinaire de la Mobile Banking Factory 2. Donc webinaire autour de la plateforme Salesforce. Donc on s'est retrouvé hier lors du webinaire Orange. Donc c'était voilà, certains d'entre vous ont déjà pu voir le format. Du coup, je fais une petite introduction pour recadrer le challenge, ce que c'est que la Mobile Banking Factory 2. Donc voilà, pour rappel, c'est donc un challenge de développement d'applications mobiles organisé donc par le CA Store, qui s'étend sur une durée de 2 mois et autour du thème des transports et des véhicules connectés. Donc bon voilà, c'est vraiment un challenge en 4 étapes. Donc la première étape, c'était la journée de lancement à l'usine IO à Paris le 14 mars dernier. Et là, on est dans la deuxième phase, qui est en fait une série de 12 webinars par le Crédit Agricole Store, ses partenaires et les startups partenaires de l'événement. Donc voilà, vous suivez actuellement la deuxième édition, donc bienvenue. Hein, en fait, je vous ai pas encore souhaité la bienvenue. Pour faire un petit récap sur la journée de lancement, voilà, on a eu 200 participants, 25 idées pitchées, donc on était assez contents, il y a eu beaucoup de monde. On a également 40 équipes en compétition aujourd'hui, ce qui est pas mal, ce qui prouve qu'il va y avoir la compétition et que c'est, ben voilà, il va falloir rien lâcher pour ce challenge. Pour information, sur l'adresse bit.ly que vous voyez à l'écran, donc bit.ly/youtube-mbf2, vous trouverez en fait tout le contenu vidéo, à savoir tout le contenu vidéo de la Mobile Banking Factory 2, à savoir la journée broadcastée le samedi 14 mars, et mais également tous ces webinars, toutes ces sessions de webinars qui seront enregistrées et mises en ligne après qu'elles aient eu lieu. Alors voilà, pour rappel, donc la Mobile Banking Factory est organisée par le Crédit Agricole Store, co-organisée avec Orange Partner, PSA Peugeot Citroën, Salesforce, Exi, en partenariat avec des jeunes entreprises à succès, à savoir Deezer, Motwin, Uber et Zenpark, et enfin supporté par voilà, une équipe de partenaires communautaires, à savoir les Digiculteurs, Eurotechnologie, Parcadom et Le Village, et une équipe de médias partenaires, en l'occurrence Big Geek, Bonjour Idée, Comic Strip, Programmer, les objets connectés et le web des objets. Ils ont tous participé à l'organisation de l'événement. Du coup, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur ces supports-là si c'est pas déjà fait. Voilà également un petit rappel des dotations qui sont mises en jeu lors de la Mobile Banking Factory. Pour rappel, Salesforce propose 4 500 € de device Apple pour la meilleure application utilisant les technologies Salesforce. Enfin voilà l'agenda des webinars. Donc bon voilà, ça fait beaucoup de webinars en un mois, mais au moins le format webinar, vous pouvez le suivre de chez vous, du boulot. Enfin, tout est online. Donc voilà, le prochain webinar est demain avec le Crédit Agricole Store. Donc voilà, de toute façon, j'ai partagé cet agenda sur les différentes plateformes sur lesquelles nous communiquons avec la Mobile Banking Factory. En l'occurrence, le groupe Facebook, Slack, et puis voilà, je pense que ouais, c'est les deux plateformes qu'on utilise pour communiquer justement avec les équipes de la Mobile Banking Factory 2. Si c'est pas encore fait, je vous invite à enregistrer vos équipes sur ce Bitly. Ok, donc c'est un enregistrement individuel, donc chaque membre de l'équipe doit s'enregistrer. Et puis voilà, ensuite nous on vous intègre dans Slack qu'on utilise pour justement la gestion de projet. Je sais qu'également Salesforce a une plateforme développeur spécifique, mais je pense qu'ils vous la présenteront. Du coup, Raouf, Peter, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, nous sommes là. Est-ce que ça va? Très bien. Bon, super. Bah, du coup, je vous laisse la parole. Euh, Concernant les questions lors du webinaire, je vous invite à les poser directement sur l'interface questions de votre dashboard webinar. Il y a donc Raouf qui va faire une présentation et puis Peter qui pourra interagir avec vous sur cette interface question. Raouf, je te passe la main sur la présentation. Oui, s'il te plaît. Très bien. Super. On voit mon écran. Oui. Super.
Bon, bah, merci à tous, merci de participer à ce webinaire, et notamment lors de votre déjeuner. Je voudrais moi vous présenter avec Peter les raisons pour lesquelles Salesforce pourrait être une bonne idée pour vous pour remporter ce hackathon. Et du coup, vous parcourez brièvement avec vous en fait les solutions que l'on met à votre disposition. Donc l'idée en fait, c'est de vraiment passer en revue les différentes technologies qui permettent de développer vos applications à la fois sur notre cloud, mais aussi d'un point de vue mobile. Alors j'illustrerai aussi le propos avec quelques petites démos pour que ce soit beaucoup plus parlant. Donc Salesforce, en fait, nous sommes connus pour nos produits SaaS. En fait, nous avons des produits qui sont des produits orientés métiers, qui sont le CRM, qui sont le marketing cloud, et qui sont d'autres produits, qui sont en fait des produits SaaS, donc des produits pré-packagés qui sont disponibles sur notre plateforme cloud. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces produits SaaS sont en fait écrits et développés sur notre propre plateforme interne qu'on appelle Fort.com et qui a été ouverte il y a quelques années à nos clients pour qu'ils puissent eux aussi écrire leurs propres applications. Donc la plateforme Salesforce, en fait, il y en a plusieurs. Et pour notre propos qui nous intéresse aujourd'hui, pour le cadre de ce challenge, il y a en fait deux plateformes qui sont intéressantes pour vous. Donc deux plateformes as a service. Une première qui est Force.com, qui est celle que je viens de citer, et puis une deuxième qui s'appelle Heroku. D'accord ? Donc Force.com, nous sommes leaders sur le marché des plateformes as a service pour les entreprises, avec plus de 4 millions d'applications développées aujourd'hui, et de même pour Heroku avec à peu près 4 millions d'applications développées. Quelle différence? La différence, c'est que Force.com, c'est plutôt utilisé pour le monde de l'entreprise, pour des applications qui sont employee-facing, alors qu'Heroku, c'est plutôt des applications qui sont customer-facing, donc plutôt du B2C. Donc ces deux plateformes en fait proposent des services et bien sûr, puisque c'est du plateforme as a service, l'idée c'est que simplement vous allez déposer votre code sans vous avoir à vous soucier de toute la machinerie qui est en dessous. Pas besoin de serveur, pas besoin de base de données, pas besoin de fine-tuning, pas besoin de compilateur, etc. Tout ça en fait est fourni de base sur la plateforme et c'est un peu ce que décrit ce slide. Vous avez des services de base qui sont la base de données, qui sont des fonctions qui vous permettent de faire des recherches, de gérer des emails, de faire des rapports, etc. Et aussi tout un tas de services qui sont disponibles pour faire vos applications mobiles, comme la gestion du offline, comme la gestion de l'authentification par exemple, avec la mise à disposition d'un mobile SDK que j'expliquerai dans quelques slides. Et puis bien sûr, vous avez aussi une multitude d'API qui sont à votre disposition pour accéder aux données qui sont stockées sur notre cloud, et notamment l'API REST API, qui va vous permettre d'accéder à vos données à partir de vos applications mobiles. Donc la plateforme Force.com, c'est une plateforme en fait qui est une plateforme qui est scalable et qui l'est parce que justement nous avons une plateforme qui est multi-tenant. Multi-tenant signifiant que vos applications qui tournent sur Force.com sont d'abord des applications web d'entreprise, et surtout en fait c'est un code qui est partagé. Lorsque vous allez instancier une application, en fait ça fait partie d'une souche qui va être répliquée, mais en fait c'est le même code base qui va tourner en sous-main, et tout ça est partagé aussi sur une base de données logique qui est commune à chacun, avec bien sûr les règles de sécurité qui vont avec. Tout ça fait que nous avons une plateforme qui est scalable, avec à peu près 2,7 milliards de requêtes par jour, dont 60% sont des requêtes API. Nous avons aussi 3 releases par an, ce qui vous permet de vous concentrer uniquement sur l'innovation plutôt que d'avoir à vous soucier à gérer justement les upgrades et les impacts que ça peut avoir, sachant que les upgrades sur la plateforme Force.com n'ont aucun impact sur votre code, et nous vous garantissons une rétrocompatibilité à 100%. Donc tout ça fait que vous avez maintenant plus de temps pour développer vos applications, et d'être plus productif parce que justement vous n'avez pas à vous soucier de toute la machinerie sous-jacente. Alors pour développer des applications avec Salesforce, en fait, enfin des applications mobiles, vous avez en fait deux solutions.
La première solution, c'est de se servir de ce qu'on appelle une application dont le nom est Salesforce One, qui est disponible sur l'App Store ou bien sur Google Play. Donc c'est une application qui est très packagée, qui a un menu et qui a différentes fonctionnalités, que ce soit social ou autre, et qui peut être configurable, programmable, pour vous permettre d'ajouter vos applications à l'intérieur sous forme de tab et sous forme d'onglet. Donc c'est ce qu'on voit ici du côté gauche. La deuxième manière de faire, c'est de faire des applications standalone, comme vous le faites, j'imagine, la plupart du temps, avec votre plateforme préférée, que ce soit sur iOS ou bien sur Android. Et pour ça, nous fournissons un mobile SDK qui permet d'offrir différents services comme l'authentification, ou bien la gestion de l'offline, ou bien l'accès aux données via des requêtes REST. Alors, Force.com, en fait, sa grande force, c'est justement de pouvoir développer des applications de manière très très rapide. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler pour ce challenge, vu les temps impartis. Force.com s'adresse en fait à deux publics. Un premier public qui est l'ensemble des business analysts, c'est-à-dire en fait les gens dans l'entreprise qui sont familiers avec les fichiers Excel, qui font des macros, qui font des pivot tables, etc. et qui finalement sont assez technophiles et qui voudraient automatiser de manière plus industrielle et plus professionnelle en fait des business process. Ou aussi des admins qui veulent aussi créer des applications métiers pour automatiser certains processus métiers, comme par exemple des process pour les ressources humaines, par exemple la gestion des vacances, ou bien la gestion des talents, etc. Et donc tout ça se fait en fait de manière déclarative, ce qui signifie que vous n'avez pas codé, simplement du clic et de la configuration. Et puis vous avez aussi un autre public, qui est le public des développeurs, et qui, eux, peuvent pousser la customisation de ces applications web un cran plus loin, en utilisant des langages de programmation que nous fournissons, qui sont en l'occurrence Apex, et qui sont Visual Force. Donc, Force.com se base sur un modèle MVC, modèle View Controller, et donc la partie View, elle est en fait disponible et programmable à la fois en clic et en code. Pareil pour la partie business logic et même principe aussi pour la partie data. Donc trois couches, partie présentation, partie business logic et partie data. Donc le principe de Force.com, il est très simple, c'est que vous avez une interface web graphique et en fait le commencement pour développer une application Force.com, c'est de réfléchir à votre modèle de données. Comment est-ce que vous allez organiser vos tables, comment vous allez créer vos relations, comment vous allez gérer le partage d'informations. C'est l'activité principale. Une fois que vous avez fait ça, l'application peut être créée en quelques minutes. Parce que vous avez tout un tas d'écrans qui sont générés automatiquement par défaut. Ensuite, ce sera à vous de les customiser, soit d'un point de vue déclaratif, soit d'un point de vue code, en faisant la customisation. Donc, trois grands services principaux sur Force.com. Vous avez la base de données. C'est en fait une base de données logique qui est partagée parmi tous nos clients, donc à peu près 150 000 clients. Vous avez à peu près 800 champs. Vous pouvez créer des objets custom. Alors un objet dans la nomenclature Force.com, c'est une table. Et cette table peut contenir des objets de type très variés et très riches, comme les URL, les numéros de téléphone ou bien des pick lists. Les champs peuvent aussi contenir des règles de validation pour s'assurer de la qualité des données. Vous pouvez aussi utiliser des formules pour générer automatiquement du contenu. Et vous avez aussi tout un tas de fonctionnalités qui vous permettent de faire un tracking de l'historique des différents champs. Donc la partie base de données est très importante dans le sens où Force.com est une plateforme qui est centrée autour de la donnée et toutes les données en fait sont stockées dans ces tables, dans ces objets, auxquels nous pouvons ensuite appliquer des règles d'accès pour gérer la sécurité. Vous avez ensuite la partie présentation. Donc là aussi, on a cette séparation entre la partie business analyst, c'est-à-dire développer des applications simplement en faisant du clic,
Et ce qu'on voit ici à gauche, nous avons un éditeur de mise en page qui permet simplement, en faisant du drag and drop, de pouvoir constituer ces champs, les placer, créer des sections, les modifier de manière dynamique, sans avoir aucune connaissance en codage. Et puis pour les développeurs un peu plus confirmés, eh bien, la partie présentation peut être aussi customisée de manière un peu plus poussée avec Visualforce, qui est notre langage de développement pour customiser la partie présentation. Donc c'est un langage de markup, c'est un langage de balise qui en fait supporte HTML, qui supporte JavaScript et qui en gros en fait supporte tout ce qu'un browser peut supporter sur la partie cliente. Donc avec Visualforce, vous allez pouvoir créer des champs, vous allez pouvoir les positionner de la manière dont vous le souhaitez, et vraiment travailler sur le look and feel et pouvoir modifier complètement, si vous le souhaitez, la partie look and feel en faisant un mélange de Visualforce, de JavaScript et de CSS. Et puis enfin, la dernière partie, c'est bien sûr la partie business logique. Une fois qu'on a travaillé sur le modèle de données, qu'on a créé sa table, qu'on a créé les relations, une fois qu'on a commencé à travailler sur la partie présentation avec les différents champs visuels, on va vouloir ajouter la partie business logique. Donc là aussi, vous avez des outils qui vous permettent simplement en faisant du clic de créer cette business logique, en créant des workflows, en créant des processus d'approbation, ou bien même aussi en créant des petites applications avec un IDE graphique intégré. De manière générale, une application Force.com, c'est 80% de clics et c'est 20% de programmation avec Apex ou avec Visualforce. Alors peut-être pour que ce soit un peu plus parlant, je vais vous faire une petite démo pour vous montrer concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Donc lorsque vous créez une application en Force.com, et encore une fois, j'essaie de le mettre dans le contexte du challenge. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est une application Force.com. Donc c'est une application web avec un menu qui correspond à l'application donnée, qui est en fait l'application Warehouse, et votre application à vous, en fait, elle sera disponible dans ce menu. Ce qui vous intéresse, j'imagine surtout, dans le cadre de ce challenge, c'est la gestion du back-end. Donc on ne va pas trop s'attarder sur la partie front-end, parce que de toute façon, ça sera fait sur un mobile. Et du coup, commencer directement sur la partie data et voir comment est-ce qu'on peut créer ces tables. Donc ici, en fait, je vais dans un menu en tant qu'admin, et je vais créer en fait un objet. Encore une fois, un objet, c'est une table dans la nomenclature Salesforce. Et je vais créer donc un objet magasin, par exemple. Donc ici, cette application que j'ai pris, Warehouse, c'est une application qui sert à gérer des stocks pour un magasin qui vend différents devices informatiques électroniques, des iPads, des ordinateurs, des imprimantes, etc. Donc moi, je vais simplement rajouter une table Shop. Donc je vais dans ce menu et simplement je remplis ces champs automatiquement. Donc je passe la partie description pour aller plus vite. Et ici, je peux ensuite cliquer différentes options pour ajouter différentes fonctionnalités comme la capacité de faire du reporting. Donc je crée mon objet et donc automatiquement, j'ai des champs standards qui sont créés par last modified by, qui est le owner, et puis le nom du record qui sera contenu dans cette table. Puis bien sûr, je peux aussi rajouter des champs custom. Donc typiquement, j'ai toute une liste ici de data type. Donc pour faire simple, je vais prendre par exemple number ici et je vais créer un champ nombre d'employés dans le magasin. Voilà. Donc je peux aussi choisir si ce champ doit être requis ou pas, si ce champ est unique ou pas, etc. On peut aussi gérer la gestion de la sécurité, est-ce que ce champ doit être visible ou pas, et par qui. Donc on a toute une gestion par profil que l'on voit ici. Donc pour des raisons de temps, je vais juste accepter ce qui est ici par défaut. Save. Voilà, donc ici on a créé notre objet et on a créé notre champ. Ce qu'on peut aussi faire d'ailleurs, c'est que non seulement on peut créer cet objet et ce champ directement avec cette interface texte, mais on peut aussi utiliser un outil qui est plus graphique, qui va schématiser les différentes tables et aussi afficher ici les relations. Donc typiquement, ici, si je trouve mon objet
shop, je vais le faire apparaître. Je peux aussi créer avec cet outil directement une relation entre l'objet warehouse et l'objet shop. Donc pour ça, je vais simplement faire un drag and drop. Je vais créer une relation. Je vais donner un nom. Je vais l'appeler dépôt, par exemple. Okay. Et je vais la relier donc à l'objet warehouse. Je la sauvegarde. Et automatiquement, j'ai créé ma relation. Voilà. Donc c'est très intuitif, très rapide à faire. Et ça vous permet justement d'avancer assez vite sur ce challenge. Pour illustrer aussi peut-être la partie présentation, je voulais aussi vous montrer l'application Salesforce One que j'ai citée. Peut-être d'abord je vais quitter l'application pour vous montrer en fait à quoi est-ce qu'elle ressemble. Donc vous la lancez, et lorsque vous la lancez, en fait vous avez un menu qui apparaît et qui en fait contient différentes applications qui sont déjà préinstallées. Typiquement ici, vous avez un champ Search, mais vous avez aussi Today, Task et Feed qui sont en fait des applications standards fournies avec Salesforce One. Donc typiquement, si on clique sur Feed par exemple, c'est une fonctionnalité qui permet de faire en sorte que votre application soit une application sociale, un peu sur le modèle de Facebook et de Twitter, mais version entreprise. Vous allez pouvoir ajouter des fils d'information sur vos applications, sur vos objets métiers, sur des fichiers, sur des gens que vous pouvez suivre, ou bien des groupes que vous pouvez suivre. Vous avez aussi ici en bas des actions que vous pouvez configurer vous-même pour créer des actions rapides, créer une tâche, ou bien lier une action particulière à une application que vous allez développer. Si maintenant je reviens sur le menu, en fait, vous avez ensuite ici toutes les applications ou bien les tables qui ont été accédées récemment, de manière à pouvoir ensuite cliquer dessus directement. Ce que je vais vous montrer en fait, c'est comment est-ce qu'on peut gérer la partie look and feel sur un mobile. Donc la partie look and feel, c'est maintenant je vais sur l'objet compte qui liste l'ensemble des comptes qui sont gérés par cette application Warehouse. Bien, typiquement, je vais cliquer sur ce premier compte, San Francisco Telecom. Ce que je vois ici, c'est que j'ai le détail de chaque compte. Donc en fait, ça correspond à un enregistrement record sur la table account. Donc ici, en fait, je verrai tous les champs. Et puis bien sûr, c'est pas très intuitif parce que ce qu'on peut voir sur la partie web desktop n'est pas forcément bien visible sur la partie mobile, dans le sens où l'expérience user est différente. Nous, ce qu'on veut faire, c'est avoir beaucoup moins de champs sur ce record, et du coup, on va vouloir modifier le nombre de champs. Donc pour ça, en fait, je vais simplement retourner sur l'application, je vais me mettre en mode administrateur comme tout à l'heure, et je vais naviguer dans mon petit menu pour trouver la table en question, donc en l'occurrence Account, et je vais essayer de modifier le layout, donc la mise en page. Donc pour ça, ce que je vais faire en fait, je vais simplement créer une nouvelle, et je vais l'appeler Account Mobile Technician Layout, par exemple, je la sauvegarde. Et comme indiqué tout à l'heure, j'ai cet éditeur qui apparaît, qui va pouvoir m'aider à gérer la manière dont les champs, les sections vont être disposés. Donc par défaut, en fait, j'ai le nom de mon record count, et ce que je vais vouloir ajouter, typiquement, ça sera l'adresse. Donc je vais rajouter ici, par exemple. Je vais vouloir aussi rajouter les business hours. Okay. Et je vais aussi vouloir rajouter aussi probablement le téléphone. Voilà. Donc je sauvegarde. Et ensuite, je vais simplement assigner ce nouveau layout à mon profil, qui s'avérait être un profil administrateur. Et on fera la même chose pour l'ensemble des users. Ici, c'est l'ensemble des profils qui correspond à l'ensemble de mes users. Donc moi, je vais simplement cliquer sur ce champ et je vais modifier ici
le layout que j'ai créé et l'assigner au profil administrator. Je sauvegarde. Et si maintenant je retourne donc sur mon application, je retourne sur San Francisco Telecom Account, et je fais un petit refresh. Et bien en fait on voit que le nombre de champs a été réduit et qu'ici simplement j'ai une vision qui est beaucoup plus claire dans le sens où j'ai pas besoin de faire un scroll down pour avoir une multitude d'informations alors que je suis en déplacement et je veux aller droit dans l'information. Donc c'est juste une petite démo rapide pour vous montrer comment est-ce qu'on peut customiser le look and feel simplement en faisant du clic et du déclaratif plutôt qu'avoir à modifier directement son fichier, son CSS et autres fichiers qui sont à votre disposition. Retour sur la présentation. Donc, au plus de ces trois grands services que sont la gestion des données, la gestion de la représentation, la gestion de la business logique, nous offrons aussi un service qui permet de générer des rapports et des dashboards automatiquement. Encore une fois, sans avoir à coder. Tout à l'heure, on a vu quand on a créé un objet, simplement en faisant un petit clic sur la page qui nous a permis de créer l'objet, eh bien, on a permis d'ajouter la fonctionnalité reporting pour ensuite générer des rapports et des dashboards automatiquement. Donc on a un ensemble de librairies qui sont à disposition de dashboards et de reports, et donc simplement en faisant encore du clic, vous pouvez les utiliser. Donc la sécurité est quelque chose qui est très important, notamment qu'on est sur le cloud. Du coup, nous avons un mécanisme, un modèle de sécurité qui est très performant, très puissant, mais aussi très flexible. La gestion de la sécurité se fait avec des profils, qui permettent de contrôler qui a accès aux objets, qui a accès aux champs qui sont compris dans les records, mais aussi on peut aussi décider qui a accès aussi aux records en tant que tel, par défaut. On peut aussi créer des règles d'exception pour décider que tel record peut être partageable, visible en écriture, en lecture, avec d'autres personnes. Donc ce système de sécurité est quelque chose qui est très important et qu'il faudra aussi prendre en compte lorsque vous créerez vos applications. La sécurité comprend aussi l'authentification et l'identité. Donc nous supportons bien sûr tous les standards dont vous avez besoin. Donc en l'occurrence aussi OAuth 2, qui est utilisé par l'ensemble des partenaires qui participent à ce challenge, puisque l'ensemble des API qui sont à disposition, que ce soit PSA ou bien XI ou bien Uber, en fait, sont des API REST qui utilisent OAuth 2. Donc tout ça est supporté, et là aussi, c'est juste une question de configuration, mais pas à coder quoi que ce soit pour pouvoir vous en servir. Nous avons aussi à disposition tout un tas de frameworks que vous pouvez utiliser pour la programmation de vos applications mobiles, si tant est que vous décidiez de ne pas passer par l'application Salesforce One, mais plutôt de passer par le Mobile SDK pour créer des applications standalone. Donc nous supportons tout un tas de frameworks, virtuellement en fait tous, que ce soit Polymer, Angular ou autres, qui sont en fait les frameworks que vous pouvez inclure dans le développement de vos applications hybrides mobiles en coordination avec le Mobile SDK. Donc trois manières de construire des applications mobiles, soit des applications natives, soit sur iOS, soit sur Android, soit sur mobile phone, soit en utilisant des applications pures HTML5, de manière à ce qu'elles puissent être portées sur toutes les plateformes, ou bien des applications hybrides qui combinent le meilleur des deux mondes avec un container qui va ensuite contenir vos fichiers JavaScript, CSS et HTML5. Donc le Mobile SDK que nous fournissons pour créer des applications mobiles standalone vont permettre de gérer ces trois cas de figure. Et donc en fait ces trois cas de figure ont à la fois des bénéfices et des inconvénients. Typiquement native, c'est quelque chose qui est très performant. On a accès en fait à
aussi à toutes les fonctionnalités qui sont dans le device mobile, la caméra, le système de fichiers, etc. En tout cas, moins pour Android. Par contre, ça demande du temps de développement et c'est pas forcément ce que vous avez aujourd'hui pour ce challenge. HTML5 offre aussi des bénéfices. Le bénéfice, c'est bien sûr de pouvoir porter votre application directement sur toutes les plateformes. Et par contre, effectivement, l'inconvénient, c'est que l'expérience user n'est pas forcément la même. On n'a pas forcément l'accès facile et simple à la caméra, par exemple. Et du coup, le développement en mode hybride permet vraiment de pouvoir faire la synthèse entre ces deux mondes. Une fois que vous avez commencé à développer vos applications mobiles, vous allez devoir accéder à vos données qui sont stockées sur le cloud, sur Salesforce. Donc nous fournissons une API REST qui est accessible à partir du code Apex. Et donc en fait nous avons des classes préexistantes qui vous permettent en fait d'encapsuler vos requêtes HTTP pour ensuite faire vos requêtes REST et récupérer les données et les parser, que ce soit en XML ou bien en JSON. Pour des raisons de sécurité, il faut simplement autoriser ces requêtes à quitter le cloud Salesforce pour pouvoir interroger des systèmes externes. Et tout à l'heure, je le montrerai dans une petite démo. Ensuite, maintenant sur la partie client, sur la partie mobile, lorsque vous voudrez récupérer en fait des données, vous avez en fait différentes manières de faire. Donc vous pouvez utiliser en fait l'API REST qui est en fait comprise dans le mobile SDK. Vous avez des wrappers, des interfaces et des classes pour la partie native qui permettent d'accéder à ces données. Ou alors directement aussi sous forme de JavaScript en utilisant certains frameworks, par exemple jQuery qui vous permet de faire des requêtes REST API pour pouvoir interroger Salesforce. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle la technologie qu'on appelle chez nous JavaScript Remoting, alors peu importe le nom. En tout cas, c'est une fonctionnalité qui vous permet d'accéder à vos données sans avoir à faire des requêtes REST. Ce qu'on va simplement faire, c'est que vous allez pouvoir avoir accès aux données directement à partir de JavaScript qui vont en fait faire des appels directement à des méthodes Apex qui eux sont stockées, sont contenues dans le cloud de Salesforce. Alors, quelles sont les fonctionnalités qui sont supportées par le Mobile SDK? Vous avez en fait trois grandes fonctions qui peuvent vous être utiles pour le développement d'applications mobiles. La première, comme je l'ai dit, c'est que vous avez en fait des wrappers qui vous permettent d'accéder directement à l'API REST de Salesforce pour avoir accès à vos données. La deuxième, c'est que la gestion de l'authentification, elle est native aussi, elle est comprise dans le Mobile SDK. Donc vous n'avez pas implémenté OAuth, vous n'avez pas implémenté SAML, vous n'avez pas à gérer la session, vous n'avez pas à gérer les tokens. Tout ça en fait est natif. Lorsque vous allez construire votre application, en fait, vous verrez que tout est déjà présent et que vous, ce qui vous reste à faire, c'est vraiment de customiser votre application et de travailler sur la partie UI et la partie business logique. Et puis nous avons aussi un troisième grand bénéfice, c'est la gestion aussi de l'offline, que ce soit en mode hybride ou bien en mode native, qui permet de vous synchroniser vos données lorsque vous n'avez plus de réseau par exemple, et vous continuez à utiliser votre application pour pouvoir ensuite les synchroniser avec le cloud. Le développement avec le Mobile SDK est finalement assez simple. Il faut simplement d'abord autoriser cette application mobile à se connecter sur le cloud de Salesforce. Donc pour ça, en fait, on va créer ce qu'on appelle une Connected App. C'est simplement une petite configuration qui se fait en mode clic. On va simplement renseigner le nom de l'application, l'URL de callback et surtout en fait configurer OAuth de manière à ce qu'on puisse générer ensuite la consumer key et le consumer secret qui sont indispensables pour pouvoir se connecter. Une fois que vous avez fait ça, en fait, ensuite vous allez installer le Mobile SDK de deux manières, soit avec un package NPM, soit directement à partir de GitHub. Et ensuite, une fois que c'est là, en fait, à la ligne de commande, vous allez taper une commande particulière, et là vous serez guidé pas à pas
et jusqu'à générer en fait un projet. Donc si on prend l'exemple d'iOS par exemple, vous allez créer ensuite ça va générer un projet Xcode que vous pourrez directement ouvrir avec Xcode par exemple, ou bien avec Eclipse si vous avez choisi de développer une manière native sur Eclipse. Donc l'autre manière de faire, c'est si maintenant vous êtes pris par le temps, ou bien si vous considérez que finalement vous aurez une user experience qui sera au moins équivalente à une application standalone en utilisant Salesforce One, eh bien vous pouvez le faire. Donc encore une fois, vous allez prendre l'application Salesforce One que vous allez downloader à partir d'App Store ou bien de Google Play. Et puis, vous allez pouvoir la configurer, la modifier pour rajouter votre propre application qui va gérer la voiture connectée, qui va gérer votre budget, etc. Et ça, vous allez le faire à la fois en déclaratif et aussi en code, Apex et Visualforce, si vous le souhaitez, si vous souhaitez avoir une customisation qui soit encore plus poussée. Voilà, donc la grande différence qu'il y a entre Salesforce One et puis Mobile SDK, hein, peut-être pour résumer tout ça, c'est que Standalone Application, ça vous donne une plus grande flexibilité en termes de user experience, en termes de charte graphique, en termes de branding. Par contre, Salesforce One, ça vous permet de développer de manière beaucoup plus rapidement parce que vous avez tout un tas de fonctionnalités qui sont à la fois graphiques, business logique, gestion des données qui sont directement intégrées dans Salesforce One. Donc, pour vous le montrer, passons directement à une petite démo pour vous montrer comment est-ce que ça marche. Donc, si je retourne dans mon application, je vais vous montrer comment créer une page Visualforce et une page Apex. Donc ici, en fait, il s'agit toujours dans la même application, l'application Warehouse, de gérer le fait que j'ai des techniciens qui doivent faire des réparations de laptops, d'ordinateurs, d'imprimantes, et qui doivent donc se déplacer chez des particuliers, et qui doivent aussi des fois aller dans le stock, dans le dépôt, pour prendre des pièces, et pour ensuite les livrer directement, soit à domicile, soit chez les entreprises. Et du coup, dans cette application, ce que j'ai besoin de faire, j'ai besoin en fait de faire en sorte que le technicien qui est en situation de mobilité puisse savoir en fait quel est le dépôt le plus proche dans lequel il peut récupérer une pièce, ou bien un téléphone mobile par exemple qu'il devrait livrer. Donc ce que je vais simplement vous montrer ici, c'est comment est-ce qu'on peut créer une page Visualforce. Donc encore une fois, Visualforce, c'est le langage de programmation qui permet de customiser la partie présentation, la partie UI, et puis aussi une page Apex, qui est en fait la partie contrôleur, qui va contrôler la business logique. Et donc c'est le contrôleur qui va être en charge de gérer la partie données, qui va interagir avec la couche data, et ensuite communiquer ces données à la couche présentation. Là, on est vraiment dans le modèle MVC. Donc de manière de faire, je vais directement sur la bonne entrée dans mon menu, et je peux cliquer sur le bouton New pour créer une page Visualforce. Donc là c'est déjà fait, donc je vais simplement vous montrer un peu la structure. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est un langage de balise. Alors la bonne nouvelle en fait, c'est que vous avez différents outils pour faire du développement sur Force.com. Tout ne se fait pas forcément sur cette interface. Vous avez ce qu'on appelle aussi une console de développeur qui est que l'on peut lancer directement à partir de cette interface. Donc, je vais vous montrer directement. Donc en fait, c'est un mini IDE qui est intégré à l'interface web, qui vous permet justement de développer, de débugger, de faire des tests, de faire de la requête SQL, quelque chose qui est beaucoup plus puissant que l'interface graphique que je montrais auparavant. Vous pouvez aussi utiliser un plugin Eclipse pour faire du for.com qui s'appelle for.com plugin, et du coup ensuite faire vos développements de manière classique sur Eclipse. Donc si je reviens à ma page Visualforce ici,
Donc, comme vous le voyez à l'écran, c'est une page, c'est un langage markup. Et alors, je ne vais pas forcément évidemment expliquer le contenu, ça n'a pas beaucoup de sens, pas beaucoup d'intérêt, mais simplement peut-être expliquer le concept et le principe. Donc toute page Visualforce commence par ce markup, Apex page. Et ensuite vous allez ici spécifier le contrôleur. Donc le contrôleur c'est en fait une classe Apex qui va gérer ces données et qui va faire en sorte de transférer ces données qui sont stockées dans la base de données vers la couche présentation. Tout à l'heure, je vous montrerai un petit peu à quoi ressemble Apex. Mais ici, en fait, on va spécifier le contrôleur. Ensuite, vous avez différents markups. Et ce que l'on voit ici, c'est que, entre autres, on supporte aussi JavaScript. Du coup, ici, vous allez voir apparaître quelques fonctions qui sont en fait des fonctions qui font appel à Google Maps API pour faire de la géolocalisation. Donc, ce qu'on va simplement faire ici, c'est que ce petit script va déterminer si oui ou non le device en question a accès à la géolocalisation. Et si c'est le cas, en fait, il va récupérer la latitude et la longitude. Et puis ensuite, il va communiquer avec la classe Apex, donc qui se trouve au niveau du cloud, pour passer ces informations. Et c'est la classe Apex ensuite qui va regarder quels sont les différents dépôts qui sont disponibles dans un rayon de 20 km. C'est un appel qui est asynchrone, on va récupérer les données et ensuite on va faire tout le traitement pour ensuite afficher la partie map. Donc si maintenant je regarde le contrôleur, donc la partie Apex, voici à quoi ça ressemble. Donc Apex en fait est un langage qui est dérivé du Java. Donc en termes d'apprentissage, c'est assez rapide à faire, dans le sens où c'est quelque chose qui, je pense, vous est assez familier. Simplement, c'est un langage qui a été optimisé pour notre cloud, notamment pour gérer la partie data et la partie données. Donc c'est un langage du coup qui est dans l'objet, comme Java, on a un constructeur, on a des méthodes, etc. Et c'est quasiment la même syntaxe. Donc ce que fait en fait cette classe, c'est qu'elle va s'interfacer entre la partie présentation, la partie view, et la partie modèle, la partie data. Ça va faire le pont entre ces deux couches. Et donc là typiquement, cette classe Apex va faire une requête SQL dans l'objet warehouse, qui est en fait la table qui contient l'ensemble des dépôts, et ensuite va les retourner à la page Visualforce qui est en fait qui va s'exécuter sous forme HTML sur votre mobile. Voilà, c'est un peu le fonctionnement et le principe du Visualforce et d'Apex pour la customisation. Donc une fois qu'on a créé ces deux pages, ce qu'on va ensuite faire, c'est qu'on va faire en sorte de la faire apparaître sur le mobile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une table Visualforce. Et c'est simplement un moyen pour vous de faire apparaître cette application directement au niveau de Salesforce One. Donc je choisis ici ma page Visualforce. Okay. Je lui donne un nom. Je vais choisir une couleur pour l'onglet. Next. Donc ici, c'est pour gérer la visibilité de cet onglet, de ce tab par profil. Et là, je vais simplement dire oui pour aller plus vite. Okay. Je passe cette partie. Et donc, en faisant ça, en fait, on a automatiquement mis à disposition cette application qui va vous permettre de pouvoir localiser le dépôt le plus proche. Donc, si maintenant je retourne sur le mobile et je retourne vers Salesforce One, eh bien, je retourne dans le menu et si je fais un refresh, je devrais voir apparaître mon application Find Warehouse. Okay. Je pense que c'est l'effet de démo. On ne voit pas apparaître. Alors j'ai dû oublier peut-être quelque chose. Non, pourtant je pense que tout est là. Ok, bon, je pense que c'est l'effet démo. J'ai dû oublier un truc, mais pas trop de temps de revenir dessus parce que le temps passe. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que... Oui. Il faut aller dans le menu Mobile Administration pour oui, oui, c'est ça. Exactement. Je suis parti un peu vite.
Voilà. Donc je rajoute simplement cette application et je vais la monter un peu plus haut pour qu'elle apparaisse. Sous le feed par exemple. Voilà. Et si maintenant je fais un refresh, je vois cette application apparaître, Find Your Warehouse. Donc si je clique dessus, ça me lance mon application et je devrais voir apparaître ici une map qui m'indique le dépôt le plus proche. Voilà. Donc, juste un exemple rapide pour montrer à quel point c'est rapide de développer des applications Salesforce1. Quelque chose de simple, hein, mais qui dans le cadre du challenge pourrait vous être utile, je pense. On passe un peu plus dessus sur la customisation et sur la business logic. Revenons sur la présentation pour avancer. Je voulais aussi vous présenter, dire quelques mots sur Heroku. Donc Heroku, c'est notre deuxième plateforme qui permet de faire du développement et du déploiement d'applications. Donc encore une fois, la grande différence qu'il y a entre For.com et Heroku, c'est la suivante. For.com, c'est plutôt pour les applications qui sont des applications d'entreprise employee facing, c'est-à-dire à destination d'employés, qui sont des applications web, qui sont des applications qui sont plutôt centrées sur la data, sur les workflows, sur les business automation. Alors qu'Heroku, c'est plus une plateforme qui est destinée pour le B2C, avec un profil aussi de développeurs expérimentés et confirmés. Et Heroku permet d'offrir d'ailleurs tout un tas de langages. Il y a 7 langages par défaut qui sont supportés, mais qui sont en fait, on peut supporter quasiment tous les langages. Et donc le principe c'est quoi d'Heroku? C'est que vous avez une plateforme de développement et de déploiement. Vous allez écrire votre code dans votre langage préféré, Java par exemple. Vous allez ensuite pousser votre code sur la plateforme Heroku. Et en fait, votre code va être exécuté dans un espèce de container qu'on appelle un dyno. Donc ces containers, en fait, c'est configurable. Par défaut, vous en avez un. Mais vous pouvez, pour des raisons de scalabilité, en prendre 2, 10, 100, 1000, etc. Ce qui vous permet de gérer de manière complètement seamless votre scalabilité. Vous avez aussi des services de base de données sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Donc par défaut, c'est du Postgres. Vous pouvez tout à fait choisir d'autres bases de données comme MySQL par exemple, ou bien MongoDB, en ajoutant des add-ons qui sont soit gratuits, soit payants à partir d'une place de marché. Donc les langages qui sont supportés par défaut, c'est Java, Python, Node.js, Ruby, PHP, Scala, Clojure, mais aussi bien d'autres applications. Alors, faisons plutôt une démo pour que ce soit plus parlant. Donc je vais me mettre sur ma ligne de commande, ici. Et ce que je vais simplement faire, c'est que je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut travailler sur une application fictive, hein, une application Java, pour vous montrer comment est-ce qu'on va pousser le code, comment est-ce qu'on va le modifier et comment est-ce qu'on va pouvoir aussi l'exécuter à la fois en remote et en local. Donc pour que ce soit peut-être plus parlant, commencer par le début. Donc il faut se créer un compte Heroku. Et donc lorsque vous avez ce compte Heroku, en fait, vous avez accès à cette interface sur laquelle en fait vous avez un dashboard qui va lister en fait les applications qui sont à votre disposition, enfin, que vous avez déjà créées. Vous pouvez cliquer dessus et voir les différents détails, combien de dyno, combien de containers vous avez, avoir des statistiques, etc. Moi, ce que je veux simplement faire pour l'instant, c'est je vais simplement créer une application pour vous montrer comment ça marche. Donc je vais me référer en fait à cet ensemble de tutoriels que je vous invite ensuite à parcourir par vous-même. Et je prends le tutoriel Java. D'accord. Donc les prérequis en fait, c'est d'avoir un compte Heroku, d'avoir un JRE installé et d'avoir installé Maven 3. Donc on va supposer que c'est le cas, en tout cas pour moi c'est le cas. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais simplement prendre une application Java qui est sur GitHub et je vais la mettre ici en local et ça me servira de base pour cet exemple. Je suis dans mon répertoire, donc je copie les fichiers Java ici
Et en faisant ça, en fait, j'ai créé automatiquement un Git repository. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, je vais vouloir déployer mon application. Donc pour la déployer, ce que je vais faire, c'est que je vais taper une commande Heroku create, qui est en fait une commande, un ensemble de commandes en fait qui est installé parce qu'auparavant j'avais installé ce qu'on appelle le toolkit, toolbet Heroku, qui est en fait un ensemble de CLI, donc c'est partie des prérequis. Donc je fais cette commande et automatiquement en fait en faisant ça, ça va me créer une application sur le cloud Heroku. Et cette application, en fait, elle va être en charge de recevoir mon code directement. Et ce que ça fait aussi, ça va aussi créer un remote repository, un Git remote, qui va aussi être en charge de recueillir en fait, mon code. Une fois que l'application est créée, je vais ensuite déployer mon code. Donc pour déployer mon code, je tape notre commande Heroku. Alors, push. Je suis pas dans mon repository. Okay, encore un petit effet démo. Alors. Du coup, oui, Raouf, il te reste un petit peu moins de 10 minutes. Ouais. Ok, donc là, visiblement, j'ai un petit souci de droit d'accès, donc désolé pour l'effet démo. Donc, je vous invite à faire par rapport au temps qui nous reste, je peux peut-être passer trop de temps justement dessus parce que le temps de troubleshooter. Je vous invite à faire en fait, c'est peut-être de parcourir vous-même en fait ce tutoriel. Vous verrez en fait que si vous le suivez pas à pas, vous allez pouvoir comprendre les fondamentaux de la plateforme Heroku, maintenant vous allez pouvoir développer et déployer des applications et committer vos changements et vous savez d'Heroku éventuellement comme plateforme de développement pour accueillir votre back-end dans le cadre du challenge. Donc revenons sur la présentation. Juste pour vous permettre de pouvoir continuer suite à ce webinaire, donc deux actions à faire. Si vous voulez développer en Forge.com, eh bien c'est vous créer un compte développeur. Donc suivez ici le lien sur le slide. Cliquez ensuite sur le lien Sign In, puis remplir un petit formulaire et automatiquement vous allez recevoir un petit email qui va vous permettre de valider votre compte et d'avoir accès à ce qu'on appelle une DE-Org, Developer Enterprise Developer Edition Org, qui est en fait l'environnement de développement que j'ai utilisé ici pour cet exemple. On voit ici à l'écran. Idem pour la partie Heroku, même principe. Je vous invite à aller sur le site heroku.com, remplir un formulaire et vous aurez ensuite accès à un compte dans lequel vous aurez, par défaut, vous aurez le droit à un container, un dyno pour votre application. Je pense que ça va être suffisant pour l'application. Pour pouvoir aller un peu plus loin, voici un slide qui vous donne quelques pistes pour pouvoir enclencher. Donc c'est un Learning Pass. Je vous conseille de commencer par ces liens. C'est un ensemble de workbooks et de références. Et vous verrez que la Learning Curve est assez rapide
vous approprier Force.com. Idem pour Heroku, quelques références. Et en fait, pour terminer, juste peut-être un petit teaser pour la prochaine fois. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera un deep dive un peu plus approfondi sur ces sujets. Le développement d'applications mobiles en utilisant Visualforce et Apex. Customiser les applications mobiles avec Mobile SDK. Et puis aussi évoquer un peu plus longuement les best practices Apex. En tout cas, je vous souhaite une très bonne chance dans le cadre de ce challenge. J'espère que nos solutions et celles de nos partenaires vont permettre de faire des applications innovantes dans lesquelles vous aurez beaucoup de plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous avez des questions? Merci Raouf. Oui, effectivement, c'est ce que j'allais préciser. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Et voilà, on peut aussi rentrer dans une discussion un petit peu informelle. Donc, je vois que Laura est assez active et pose beaucoup de questions intéressantes. Du coup, voilà, n'hésitez pas. Hein, c'est maintenant, il faut en profiter. Je pense que voilà, Raouf va rester pour y répondre. Je sais que Peter doit partir dans pas longtemps, donc voilà, n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, j'ai partagé tes slides, Raouf, sur SlideShare dans le chat et également la vidéo, donc l'enregistrement de ce webinaire sera mis en ligne sur YouTube, également sur la chaîne de la Mobile Banking Factory. Donc voilà, les liens seront partagés sur le groupe Slack, sur le groupe Facebook. Donc tout le monde est unmuted ou pas? Oui, tout le monde est unmuted et on va rester sur l'interface questions-réponses écrites. Du coup, bon, voilà, effectivement, comme je disais, Laura, non mais c'est très bien Laura que tu sois active, hein, on va jamais te le reprocher. Laura voilà, posé pas mal de questions intéressantes et Peter y a aussi beaucoup répondu. Donc bon, a priori, il n'y a pas de questions qui restent sans réponse. Des questions qui vont gagner. Hein? De quoi? Les gens qui demandent des questions vont gagner. Voilà. Effectivement, donc posez des questions, vous augmentez vos chances de gagner, de remporter la Mobile Banking Factory. Donc voilà, du coup il y a une question de Audrey, Raouf. Oui. Pour aller plus vite et gérer sa base de données, il faudrait plutôt passer sur Force.com au lieu d'Heroku. En fait, ça va dépendre en fait de vos compétences et de vos skills en la matière. De manière générale, c'est beaucoup plus rapide à faire sur Force.com parce que au début c'est assez intuitif. Pour des personnes en fait qui ne sont pas habituées ou bien qui ne font pas très souvent, je pense que Force.com est beaucoup plus rapide. Et peut-être que du coup dans le cadre du projet, ça vous serait peut-être plus utile que Heroku. Heroku en fait, c'est beaucoup plus flexible que Forge.com dans le sens où vous avez accès à beaucoup plus de choses en termes d'infrastructure, de fine-tuning, de produits, de services, etc. Et la contrepartie, c'est que typiquement sur Postgres, par exemple, ce sera à vous de fine-tuner, de configurer, d'écrire vos tables à la main, etc. Chose que vous ne faites pas sur Forge.com. Donc la réponse oui, c'est plus simple sur Forge.com que sur Heroku pour gérer la partie données. Très bien, on a aussi une question de Christophe. C'est plutôt nuageux à Paris. Il me demande s'il fait beau à Paris. Une question un petit peu plus dans le contexte de Damien. Si on utilise Salesforce pour faire une API, les clients qui téléchargent notre application devront payer? Je peux répondre à cette question peut-être. Mm-hmm. Ce qui se passe dans le programme de App Exchange, parce que c'est ici, nous avons des partenaires qui créent des applications, qui vendent des applications, c'est notre marché d'applications en fait. Ce qui se passera, c'est pour placer l'application. Si on veut gagner de l'argent d'une application, il faut payer un petit peu pour faire une essai de sécurité. Et c'est simplement pour payer pour l'essai de sécurité, pour le placer dans le marché, pour que ça soit une application bien sécurisée, parce que notre modèle de cloud, s'il y a une application qui peut
comment dit-on, causer des problèmes à nos clients, c'est pas bon pour nous. Donc, pour passer à l'essai de sécurité, il faut payer un petit peu. Et puis, on gagne de l'argent chaque fois quand il y a un client de Salesforce qui achète l'application. Et il y a 2-3 modèles pour qu'on peut être payé. Donc, sans donner les détails, oui, c'est les clients de Salesforce qui vont vous payer pour télécharger l'application. Ok, est-ce qu'on a encore le temps pour une ou deux questions ou pas, Alex? Je vais aussi répondre à la question de Audrey par rapport à la notification. Je crois qu'il y a le Mobile SDK supporte un moyen de pousser les notifications aux applications mobiles. Oui, oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Le Mobile SDK gère cette partie, oui, tout à fait. Après, le Mobile SDK, en fait, c'est utilisé pour les applications natives et pour les applications hybrides, notamment. Et sur les applications hybrides, en fait, vous avez en fait deux versions. Vous avez les versions hybrides locales et les versions hybrides remote. Voulant dire que quand c'est local, tous vos fichiers en fait sont stockés directement dans un conteneur Cordova. Et quand c'est en hybride remote, tous les fichiers ne sont pas forcément stockés en local, certains sont peut-être aussi stockés dans le cloud Salesforce. Donc dépendant en fait de l'option que vous choisissez, native, hybride remote, hybride local, vous avez accès aux services de notification ou pas. De mémoire, native, vous y avez accès, et hybride remote, je pense que oui, hybride local, je suis pas très sûr. Mais dans la presse que j'ai déroulée tout à la fin, même d'ailleurs aussi au niveau des slides que j'ai présentés, j'ai mis des URL, des références, notamment la référence du Mobile SDK Developer Guide. Dedans, en fait, vous aurez la réponse à ce genre de questions. Ben voilà, je pense qu'on a couvert pas mal de choses. Il y a également une question de Clément. Je ne sais pas si vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce que Heroku supporte des libs tels que Eclipse Link ou Hibernate pour l'accès à la BDD SQL? Je ne sais pas si vous avez pu couvrir cette question. Donc, Hibernate, on peut utiliser n'importe de back-end d'une application Heroku. La différence entre Postgres, par exemple, et SQL Server ou Oracle, c'est que la connexion avec Postgres c'est beaucoup plus facile parce que tout est géré sur le serveur de Heroku. Mais si vous avez une back-end qui existe autre part dans le cloud ou sur place, il n'y a pas de souci en utilisant une autre librairie qui correspond à vos besoins ou à vos capacités. Avec ça, moi je dois dire au revoir parce que j'ai un avion en 1h30 et je dois partir à Heathrow. Donc moi je dis au revoir parce que je suppose que Raouf, tu peux finir les questions, oui? Oh oui, moi je poste encore un petit peu, oui. Ok. Au revoir Peter, merci beaucoup, à bientôt. Ouais, je pense qu'on va prendre encore peut-être une dernière question peut-être, Alex. Écoute, oui, là je pense que globalement on a répondu à... J'ai une question aussi sur Heroku Connect aussi, je ne sais pas si elle a été répondue ou pas. Non, a priori, non, si, de Laura. Heroku Connect.
C'est une question de qui ça? C'est une question de Laura, c'est ça? Laura, exactement. Ok. Alors en fait, ouais, voilà. Du coup en fait c'est les différentes Heroku Connect et quoi? Et quoi d'autre? Heroku Connect en fait c'est une solution qui permet d'interconnecter for.com et Heroku. Encore une fois, un for.com historiquement c'est la plateforme, c'est le pass de Salesforce. C'est à partir de for.com qu'ont été développés les produits SaaS qui sont vendus par Salesforce. En 2010, Salesforce a acquis Heroku, donc un pass qui est un pass indépendant, qui couvrait des besoins et des use cases aussi différents, parce que Salesforce y a vu une offre complémentaire à la sienne, à for.com. Et du coup, Heroku Connect en fait a été créé pour justement bridger ces deux plateformes. Donc, ce que vous pouvez très bien faire, c'est que vous pouvez créer des applications qui se basent en partie sur for.com et en partie sur Heroku, et échanger des données, les synchroniser entre ces deux plateformes grâce à Heroku Connect. C'est typiquement à quoi sert Heroku Connect. Ça sert en fait à synchroniser les données de manière bidirectionnelle entre les deux passes, que sont for.com et Heroku. C'est son but. Enfin, je ne sais pas si c'était exactement la question, mais c'est la manière dont je le comprends. J'espère que j'y ai répondu. Bon, mais très bien, effectivement, c'est ça. Donc, je pense qu'on va terminer là-dessus, puisqu'il est déjà 14h05. Donc, merci Raouf, merci à toutes les personnes qui ont suivi le webinar. Je termine en rappelant que le prochain webinar Salesforce est calé au jeudi 9 avril de 18h à 19h. Et que ce webinar que vous venez de suivre sera accessible sur la chaîne YouTube de la Mobile Banking Factory, qui est donc directement accessible par l'intermédiaire de ce bit.ly que je partage à l'écran. Vous y trouverez donc le webinar Orange par exemple, le webinar de Salesforce que je vais mettre en ligne juste après, mais également tous les autres webinars à venir et le broadcast de la journée de lancement si vous souhaitez la visionner. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à poster sur le groupe Facebook. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Mobile Banking Factory 2. Et en termes de gestion de projet, voilà, encore une fois, on a Slack, ok, donc avec un channel dédié pour chaque partenaire. Mais encore, Salesforce, effectivement, a sa propre plateforme. Est-ce que, Raouf, tu peux rappeler la plateforme développeur qui est disponible? C'est Stock Exchange, c'est ça? En fait, il y en a plusieurs en fait, mais j'ai mis les liens en fait dans la présentation que tu vas mettre ensuite sur je sais pas où d'ailleurs, j'ai oublié le nom. Sur SlideShare, c'est déjà en ligne. Je viens de le mettre en ligne et je vais partager donc les liens sur Slack. Ouais. En fait, il y en a deux. Tu as développeur.salesforce.com et tu as salesforce.stackexchange.com. Ok. Bon, très bien. Et pour Heroku, c'est devcenter.heroku.com. Eh bien, super. En tout cas, merci à vous tous, merci aux participants, merci à toi Alex pour l'organisation, j'espère que ça vous a été utile. Et on se revoit le 9 avril. Ok, super. Merci beaucoup. Et puis, pour ceux qui veulent suivre le prochain webinaire Crédit Agricole Store, c'est demain de 18h à 19h. Merci et bonne journée. Non, t'inquiète. Non, mais c'est sur l'excitement. Non, c'est un peu léger de te déranger. Hi, New York. Yes, can I get a bag of banana, please? Peut-être que vous avez ma carte pour faire un 450 personnes.